à tous, bienvenue dans les lundis au soleil, une série de webinaires consacrés aux énergies renouvelables, portés par Taranis, Énergie Partagée et la Maïf. Je me présente, je m'appelle Fabienne Sérignac, je suis mandataire du conseil d'administration de la Maïf en région Bretagne-Pays de la Loire. Je suis donc ce qu'on appelle une militante. Militante pour la Maïf, mais aussi militante pour les énergies renouvelables, puisque je suis membre d'une communauté d'énergie partagée et que je vis dans une maison à énergie positive. C'est à ce titre que j'ai le plaisir de lancer aujourd'hui ces rendez-vous du lundi qui vont nous permettre d'aborder les thématiques des projets citoyens d'énergie renouvelable. Alors, vous vous demandez certainement quel rapport entre la Maïf et les projets citoyens d'énergie renouvelable. Eh bien, d'une part, c'est l'ADN commun, puisque la Maïf est née d'un collectif citoyen, elle aussi. Quelques enseignants, en 1934, ont décidé de ne plus alimenter l'actionnariat des grandes compagnies d'assurance en changeant de modèle et en mutualisant les risques. Aujourd'hui, 86 ans après, le petit collectif citoyen est devenu le premier assureur des associations en France. Une belle réussite donc. D'autre part, la Maïf, en tant qu'assureur, a pris conscience depuis de longues années de la réalité du dérèglement climatique. La multiplication des événements et leur gravité, aussi bien sur le plan matériel qu'humain, a mis en évidence la nécessité non pas seulement d'indemniser les dégâts et les victimes, mais surtout de limiter au maximum le réchauffement global, car chacun de nos actes compte. Aujourd'hui, la Maïf appartient toujours à ses 3 millions et quelques sociétaires, tous très fiers de cette entreprise à mission qui a pour moteur l'attention sincère portée vers le bien commun et parmi ses principaux objectifs, celui de faciliter la transition vers un monde durable. Les actions mises en œuvre sont multiples, ça va de la RSE à de nombreux partenariats et au financement de grands projets. Mais la liste est bien longue, je vais donc laisser la parole à nos intervenants pour ce premier volet, donc un projet d'énergie renouvelable citoyen et local. Qu'est-ce que c'est? Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Fabienne. Du coup, ce soir, on vous prévoit une présentation en 8 temps. La première, on va vous présenter vos structures. Fabienne a fait une jolie introduction pour la Maïf. On va présenter nos structures. On va vous parler après des valeurs portées par les projets, des grandes étapes pour les construire, les bénéfices que les territoires peuvent en tirer, la place que les collectivités peuvent prendre dans ces projets, quelques exemples. Ensuite, on abordera le soutien de la Maïf aux énergies renouvelables et puis on terminera par un petit temps de questions-réponses. Eric, je te passe la main pour présenter Énergie Partagée. Bonjour à tous. Donc Énergie Partagée, c'est le mouvement de l'énergie citoyenne en France. Donc c'est une association et d'un côté un fonds d'investissement qui ont pour but de soutenir les projets d'énergie renouvelable avec deux logiques. L'accompagnement des porteurs de projets. Donc l'association va aider les collectifs à se former, va aussi faire du plaidoyer auprès des représentants politiques. Voilà, donc on a tout un tas de missions d'accompagnement des projets pour favoriser l'émergence des énergies citoyennes en France. Et de l'autre côté, il y a le fonds d'investissement qui a été créé par les projets pour aller faire de la collecte de fonds au niveau national sur des plus gros volumes. Et donc ensuite, ce fonds d'investissement vient soutenir les projets en local. Donc il y a ces deux logiques d'action dans Énergie Partagée, avec deux structures distinctes, mais pourtant une seule équipe qui travaille au quotidien ensemble. Et ensuite, un réseau d'associations qui va travailler à chaque niveau régional pour accompagner au plus près du terrain les projets. Donc il y a une logique vraiment de mutualisation de compétences au niveau national et ensuite d'accompagnement au plus près du terrain avec les réseaux régionaux. Voilà, et du coup, un des réseaux régionaux que vous avez la chance d'accueillir sur votre territoire, c'est Taranis, représenté ce soir par Amandine et Yuna, à qui je passe la main. Alors du coup, Amandine, tu n'as pas de micro et on te voit parler, mais on ne t'entend pas non plus. Est-ce que là, c'est bon? Oui, impeccable. C'est chouette. Pardon pour ce petit problème technique. Je ne suis pas encore complètement au point. Est-ce que là, vous voyez bien la présentation sur le réseau Taranis? Au niveau du partage d'écran? Oui, mais tu n'es plus en plein écran.
Mais je ne suis plus en plein écran. On va y arriver. Voilà. C'est Cette bon. fois, ça marche. Pardon pour les soucis techniques. Et du coup, voilà. Donc, le réseau Taranis, c'est l'antenne de Bretagne du mouvement Énergie partagée. Donc, on accompagne les projets citoyens sur le territoire breton. On a une quarantaine d'adhérents en membres qui sont des associations qui montent des projets, les sociétés qui les exploitent, des collectivités qui sont partenaires ou parties prenantes et d'autres structures publiques type les ALEC ou les départements, les syndicats départementaux d'énergie. Et on a des projets principalement photovoltaïques et en éolien en Bretagne. On démarre sur la méthanisation et on est encore plus dans une phase en amont sur le bois énergie. L'objectif du réseau, c'est de favoriser l'émergence de nouveaux projets en Bretagne et de soutenir les porteurs de projets qui travaillent déjà sur ces démarches-là. Et donc, le réseau, c'est des formations, des outils pratiques qu'on vous met à disposition, des temps d'échange entre porteurs de projets, des conférences, des réunions, voilà, toutes ces petites choses. Et donc, du coup, on va rentrer maintenant plus dans le vif du sujet et ce qui nous réunit ici ce soir, c'est pourquoi des projets citoyens. Un des points qui nous semble important, c'est les valeurs portées par ces projets. Les valeurs portées par ces projets et comment c'est fait. Du coup, un projet citoyen, c'est des collectivités, des citoyens qui se regroupent au sein d'une coopérative ou d'une société qui va produire de l'énergie. Et donc, cette société monte le projet, investit ensemble dans les moyens de production, photovoltaïque, éolien, voilà, jusqu'à ce que le projet soit en exploitation. À partir du moment où il est en exploitation, il revend son électricité sur le marché, ce qui génère des revenus qui reviennent à la société. Et ces revenus peuvent soit être utilisés à mener des actions en faveur de la transition énergétique ou autre, et revenir également sous forme de dividendes à la collectivité et aux citoyens ayant investi dedans. Donc, c'est pas parce qu'on parle de projets citoyens qu'on n'est pas des projets sérieux. Ça reste des projets qui sont industriels et économiques au même titre que n'importe quel projet privé. Et derrière le terme citoyen, parce qu'historiquement, ça a été initié par des citoyens, mais derrière le terme citoyen, on retrouve aussi bien les habitants que les acteurs publics. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait maintenant plus parler de projets de territoire. Voilà. Ensuite, un des points importants, c'est, on peut se demander, on entend beaucoup parler de projets participatifs, et y a-t-il une différence entre un projet citoyen et un projet participatif ? Je vous donne directement la réponse. La différence, il y a bien une différence sur ces projets. Dans un projet participatif, c'est l'image que vous voyez à l'écran, on demande aux citoyens et aux collectivités de financer le projet. Et dans ce qu'on appelle un projet citoyen, on vous propose de rentrer également dans la gouvernance de ces projets. Et pourquoi rentrer dans la gouvernance de ces projets ? Il y a plusieurs raisons. On vous a mis sur cette diapo les raisons qui nous semblent les plus importantes. Déjà, être dans la gouvernance des projets, ça veut dire être au sein du conseil d'administration, et donc ça veut dire pouvoir maîtriser les décisions qui sont stratégiques prises par la société de projet. Donc ça veut dire orienter le projet vers l'intérêt du territoire, et ça veut dire également intervenir sur le projet sur du long terme. Et puis, un autre point important, c'est que ça permet aussi, en étant dans la gouvernance, de capter les dividendes qui sont versés aux actionnaires et de flécher une partie de ces bénéfices pour l'intérêt du territoire. Donc, des animations locales, de la pédagogie, du réinvestissement pour d'autres développements, pour un autre développement local. Voilà. Donc, être dans la gouvernance, ça permet de faire des projets qui sont faits à la fois par et pour le territoire. Ensuite, nos projets reposent sur certaines valeurs qui nous semblent importantes. C'est des projets qui se veulent avec un ancrage local, qui se veulent avec une gouvernance qui soit démocratique et transparente. Tout le monde doit avoir le même niveau d'information. On n'a pas de finalité spéculative, on ne rentre pas sur un projet pour 2 ans pour en ressortir après. On est là sur le long terme. C'est des projets qui ont une exigence environnementale et une exigence au niveau du respect de l'humain.
Il y a une dimension pédagogique affirmée aussi dans ces projets. J'aime bien dire qu'on ne naît pas en sachant faire un business plan, on l'apprend. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à apprendre quand on se décide de se lancer dans l'aventure des projets citoyens. Et une des composantes aussi, c'est que ces projets ont souvent comme finalité de pouvoir, de faire qu'une partie des bénéfices puisse servir à la maîtrise de la demande en énergie sur le territoire. Donc, pas seulement de produire des ENR, mais aussi de contribuer à réduire nos consommations. Là, on va passer aux grandes étapes d'un projet maintenant. Donc, les grandes étapes d'un projet, on distingue 4 phases, en gros, dans un projet. L'émergence. L'émergence, c'est l'idée du projet. Tiens, si on faisait un projet citoyen. Une fois qu'on se dit que c'est possible, on rentre dans la phase de développement. Donc, la phase de développement, ça va surtout être la phase technique, où on va définir tout ce qui va être le projet et comment le mettre en place. Une fois que cette phase-là est passée, on passe à la phase de chantier, qui est la phase de construction. Une fois que le chantier est terminé, la phase d'exploitation, qui dure en général 20 ans, parce qu'on a souvent des tarifs d'achat garantis sur 20 ans. Donc, en général, on fait notre modèle économique sur cette durée-là. Et donc, dans toutes ces phases, il y a différentes composantes qui sont à prendre en compte. Il y a de la composante technique, il y a la composante citoyenne et il y a le modèle économique. Et donc, dans la phase d'émergence, c'est souvent l'étude d'opportunité. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre des panneaux solaires, par exemple, sur la toiture de l'école? Donc là, pour commencer à réfléchir à ça, il n'y a pas besoin d'un très grand groupe de citoyens et beaucoup de collectivités pour commencer à réfléchir à cette phase. Elle prend en général pas énormément de temps, mais elle en demande quand même et elle nécessite peu d'argent. Si on voit par exemple qu'on peut mettre ces panneaux photovoltaïques sur l'école et que potentiellement l'orientation est bonne, il y a peut-être une étude de structure, mais on se dit ça vaut la peine d'avancer sur ce projet, on décide d'aller plus amont dans le projet. Et là, on rentre dans la phase de développement. Donc là, il peut y avoir des études à faire pour demander les demandes pour arriver à la demande d'autorisation ou au permis de construire. Et donc, pour payer ces études, il y a besoin d'un petit capital et pour faire ce capital, on a besoin d'élargir le groupe moteur. Déjà pour travailler sur les différentes composantes d'un projet, mais aussi pour pouvoir financer les premières études. Une fois qu'on a fait les études et qu'on se rend compte que le projet est faisable et réalisable, qu'on a obtenu toutes les autorisations, là, on se dit on peut passer en phase de chantier. La phase de chantier est la phase qui coûte la plus cher parce qu'il faut payer les machines. Donc, c'est là où on fait vraiment la levée de fonds pour pouvoir financer l'installation. Et on peut aller chercher aussi l'emprunt bancaire. Et après, une fois que tout ça c'est fait, on passe en phase d'exploitation. Et donc là, ça veut dire sur 20 ans, on revend notre électricité, la société devra s'occuper de la maintenance, mais il faudra aussi faire vivre cette dynamique citoyenne qui a été initiée. Voilà. Ensuite, il y a la partie du financement et de la gouvernance. Les deux sont un peu liés parce que l'un influe sur l'autre. Donc, si vous regardez le rond qui est sur votre gauche, on voit qu'il y a 70% qui correspond à de la dette. Donc ça peut être de l'emprunt bancaire, les plateformes de crowdfunding, ce genre de choses, où là, la dette, c'est vous venez apporter de l'argent pour le projet, mais vous n'êtes pas dans la gouvernance de ce projet, vous ne rentrez pas dans la gouvernance de ce projet. Or, on vous a expliqué tout à l'heure que ce qui était intéressant, c'était de pouvoir rentrer dans la gouvernance du projet et de peser dans cette gouvernance. Ça correspond aux 30% restants. Donc, il faut rapporter 30% de fonds propres pour pouvoir aller chercher de l'emprunt bancaire ou via des plateformes de crowdfunding, 70% de dette. Et dans ces 30% de fonds propres, ce qui peut être intéressant, c'est que les citoyens, les collectivités puissent avoir le maximum de place. L'idéal étant 51% parce que ça permet d'avoir la majorité sur les prises de décision. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Sur un projet, par exemple, à 10 000 euros, déjà, on n'est pas obligé de trouver les 10 000 euros. Il n'y a que 3 000 à trouver pour pouvoir faire le projet et ce qui correspond aux fonds propres. Et derrière, il faut que les collectivités et les citoyens, idéalement, puissent rapporter 1 501 € pour avoir le maximum de place dans la gouvernance.
Et donc, pour développer ces projets, vous n'êtes pas seul, du coup. Il y a maintenant, avec les années, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place pour accompagner les collectivités et les citoyens. Donc, pour l'accompagnement technique et financier, vous avez Énergie Partagée, comme le disait Eric, le réseau breton Taranis qui est là aussi pour vous aider, et puis nos différents partenaires, dont la MAIF. Vous avez également les syndicats départementaux d'énergie et leurs sociétés d'économie mixte qui peuvent vous accompagner sur le territoire. L'ADEME aussi, par exemple, finance les études de préfaisabilité des projets. Pour la levée de fonds, là aussi, parce qu'on peut se dire que ça pourrait faire peur de monter des projets à plusieurs millions d'euros, mais pour la levée de fonds, là aussi, vous avez plusieurs solutions. Eric en parlait, il y a Énergie Partagée Investissement, il y a des fonds aussi qui ont été, des outils de financement qui ont été créés pour les phases de développement qui sont les phases de risque, donc type Énercité, mais vous avez toujours les SEM locales ou départementales en Bretagne, la SEM régionale qui s'appelle la SEM Brèze, et les EPCI aussi que vous pouvez aller chercher. Et bien sûr, les citoyens. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices de ces projets pour les territoires? Donc, pourquoi faire ces projets citoyens? Eh bien, il y a plein de raisons de passer à l'action. Si on prend le point tout en haut, donc la ligne bleue, c'est les projets classiques. Donc, un projet industriel classique. La ligne verte, c'est les projets citoyens. Donc, on voit, quelle que soit la typologie du projet, les retombées fiscales pour le territoire et donc pour les collectivités seront toujours les mêmes. Par contre, on voit que pour le lien social, entre un projet développé par un privé et un projet avec les citoyens et les habitants d'engagés, c'est pas du tout la même dynamique et on voit que le lien social est très fortement développé dans les projets citoyens. Ensuite, il y a la montée en compétences du territoire. Et bien là, pareil, on voit que pour les projets avec les portages publics ou avec des financements locaux, il y a une montée en compétences des territoires, mais on voit aussi que pour les projets qui incluent les habitants véritablement depuis le début dans ces projets, la montée en compétences est bien plus importante. Ensuite, clairement, entre un projet privé et un projet fait avec la collectivité et les citoyens, la co-construction est bien sûr bien plus importante. L'appropriation des enjeux à la transition énergétique est aussi bien plus forte et quand c'est un projet citoyen par rapport à un projet privé parce que les gens vraiment comprennent pourquoi agir. Ensuite, si on balaye le plan des retombées économiques partagées, là aussi, les projets de fait par et pour le territoire ont des retombées économiques bien plus importantes. On refera un petit focus sur ce point-là tout à l'heure. Forcément, dans ces cas-là, comme c'est aussi l'épargne du local qui est sollicitée, ça permet aussi de mobiliser l'épargne pour des projets vertueux. Faire des projets locaux aussi, ça permet sur le territoire d'avoir une autodétermination du mix énergétique que vous souhaitez localement. On voit aussi que ça encourage à la création d'emplois locaux et l'exemplarité environnementale est également renforcée pour cette typologie de projet. L'acceptabilité des projets par le territoire est améliorée, mais on ne peut pas non plus dire que ça résout tous les problèmes. Voilà. Donc, sur la slide suivante, c'était vous montrer par quelques exemples ce que c'est qu'un projet citoyen. C'est aussi un territoire qui se met en mouvement et qui passe à l'action. Voilà. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des retombées économiques. Pourquoi aussi faire des projets citoyens? Le volet économique est aussi un point important. Il y a une étude qui a été faite qui montre que, en gros, les Français ont placé sur leur livret, par diverses actions en bourse, etc. En gros, on estime que le patrimoine financier des Français est à peu près de 5 000 milliards d'euros. Et d'autres études ont montré que pour financer la transition énergétique, on avait besoin en gros de 30 milliards d'euros pour financer la transition énergétique. C'est-à-dire juste 6% du patrimoine financier des Français. Donc voilà, déjà c'est
aussi faire donner un cycle vertueux à son épargne, et c'est ce que permettent les projets citoyens, et donc de contribuer à la transition énergétique. Et l'autre raison d'agir, c'est aussi que pour 1 euro investi dans un projet citoyen, on se rend compte qu'il génère en général 2,5 euros de bénéfices au profit du tissu économique local. Pourquoi? Je vais vous le présenter brièvement dans la diapo d'après. Il y a eu toute une étude, hein. Vous avez en photo le lien qu'on pourra vous envoyer si vous le souhaitez, la photo qui montre l'étude qui avait été faite par Énergie Partagée en partenariat avec l'ADEME et d'autres institutions, dont Amorce. Mais donc, ce qui est montré par cette étude, c'est que pour quelle que soit votre typologie de projet, de toute façon, la fiscalité locale est la même. Après, les loyers qui sont payés en fonction de si vous êtes sur de l'éolien, par exemple, et c'est l'allocation des sols via les baux, ou l'allocation d'une toiture pour du PV, les loyers sont les mêmes. Par contre, on voit que pour les projets citoyens, l'emploi et les prestations locales sont véritablement très marqués, et que le revenu là sur l'investissement local sont également très marqués. Alors que pour un projet privé, ces chiffres-là sont déjà non garantis par rapport à ce que peut annoncer le projet privé, et sont aussi variables, alors qu'ils sont complètement optimisés quand on est sur un projet fait sur un projet citoyen. Voilà pour les grandes lignes sur la fiscalité. Donc, on vous enverra, si vous le souhaitez, le lien vers l'étude qui détaille tout ça plus précisément. Ensuite, quelle est la place des collectivités dans ces projets? La place des collectivités dans ces projets, c'est un petit peu vous, chaque élu, qui placez le curseur là où vous le souhaitez. Vous pouvez être juste spectateur, donc là c'est par exemple toucher les revenus via les impôts, comme vous pouvez être facilitateur du projet, contributeur, mais vous pouvez également être investisseur et même être planificateur de ces projets. Et là c'est vous qui décidez d'où vous souhaitez placer le curseur. Et ça dépend des orientations politiques du territoire, ça dépend des partenaires possibles que vous avez sur les projets, ça dépend aussi de vos ressources humaines, techniques, financières et foncières. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent influer. Pour vous aider là-dessus, il y a eu un guide qui a été édité par Énergie Partagée, là vous le voyez en photo du coup sur votre droite, qui est téléchargeable sur le site d'Énergie Partagée et qui peut vous donner des pistes aussi. Pour vous donner des exemples de collectivités qui sont facilitatrices, c'est par exemple quand une association de préfiguration d'un projet se monte, c'est lui mettre à disposition des salles, un vidéoprojecteur, pourquoi pas lui faire quelques photocopies. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout simple que toutes les collectivités peuvent contribuer à faire. Après, si la société décide d'être contributrice, par exemple, elle peut décider de réfléchir à mettre à disposition ses toitures dans le cadre d'un projet photovoltaïque, par exemple. Et après, elle peut aussi décider d'investir dans le projet. Parce que la législation a évolué depuis 2016 ou 2017, pardon, j'ai plus exactement la date en tête, mais maintenant, les collectivités peuvent investir dans nos sociétés citoyennes de production d'énergie, qu'elles soient des SIC, donc des sociétés coopératives, ou des SAS, des sociétés par action simplifiée, ou encore via les SEM. Les collectivités peuvent investir dans et prendre et rentrer également du coup dans la gouvernance de ces projets. Voilà. Et être planificateur, c'est vraiment intégrer, par exemple, dans vos PCAET, une composante citoyenne pour les projets du territoire. Voilà. Et je voulais vous présenter aussi quelques exemples de projets. Normalement, le timing est toujours bon. Je voulais vous présenter, par exemple, le projet de Bégawatt, qui est un projet éolien qui est maintenant en exploitation depuis plusieurs années. Donc, c'est un projet au début qui a été initié par des habitants du territoire de Redon. Et donc, ils ont décidé de s'unir pour développer un parc éolien. Donc, ils ont mis 4 éoliennes. En gros, les 4 éoliennes correspondent à la consommation électrique de 15 000 habitants.
Pour développer ce projet, il leur a fallu un budget de 11,5 millions d'euros pour développer ce projet et pour pouvoir construire les éoliennes. Et donc, comme je vous le disais, ils sont allés chercher, ils n'ont pas forcément mis les 11,5 millions pour financer le projet. Ils sont allés chercher 8 millions d'emprunts bancaires, quasiment 9 millions, et ils ont financé en fonds propres, ce qui leur donnait l'accès à la gouvernance, 2,7 millions d'euros. Dans ces 2,7 millions d'euros, il y en a 1,8 qui sont des citoyens à part entière, qui sont rentrés soit en tant que membres fondateurs, donc là c'est les citoyens qui ont eu l'idée d'initier ce projet, soit via les clubs d'investisseurs. Il y a également Énergie Partagée Investissement qui a participé au capital. Les collectivités ont également financé le projet à hauteur de 300 000 euros. Et il y a également des structures de l'ESS locale qui ont contribué à développer ce projet. Et donc, tous ces acteurs regroupés au sein de collèges se retrouvent dans cette société qui a permis de développer les parcs et maintenant qui les exploite, le parc de Bégane. Voilà. Pour illustrer mon propos, du coup, je voulais vous présenter, on a fait plusieurs vidéos d'élus qui témoignent, donc aussi bien sur le solaire que sur l'éolien, et je voulais vous proposer, et on a le temps, je voulais vous proposer brièvement une petite vidéo qui vous présente les élus et pourquoi ils ont décidé de s'investir dans ces projets. Donc, petite pause technique, j'essaye de reprendre la main pour faire le changement d'écran si vous voulez bien. Alors, hop. Tac. Voilà. Alors, est-ce que là, les co-animateurs peuvent me dire si on voit bien le site d'énergie partagée avec le bon. Chouette, merci pour votre aide. Bon, bah, c'est parti pour 5 petites minutes de vidéo. On a un projet de co-développement d'un parc éolien à 50-50, donc entre le développeur et le territoire. Il a fallu exprimer une volonté politique locale en disant clairement que si projet il y avait, il se ferait avec le territoire, en essayant de mobiliser les citoyens. L'agglomération, elle a un rôle donc décisionnaire dans le projet et surtout, j'ai envie de dire, elle veille aussi à une bonne appropriation locale de ce projet en mobilisant les communes d'accueil pour qu'il y ait une part du capital qui soit détenue par les habitants. Alors, dans un premier temps, ce sont des moyens humains que la commune a mis à disposition, plus particulièrement mon adjoint, moi-même, pour se positionner comme un facilitateur du projet et non pas le porteur de projet, mais facilitateur de projet, entre autres dans les comités de suivi, dans pas mal d'actions, pour pouvoir transmettre à la population une certaine sérénité sur ce projet. On leur a demandé à ce que le projet soit transparent et porté par des vraies concertations. Et c'est surtout avec le développeur que les discussions ont été fermes, déterminées et quelquefois tendues, parce que nous voulions à tout prix un projet citoyen et non pas un projet industriel. Au niveau économique, la commune a amené les habitants à prendre conscience de ce qu'était la transition énergétique en participant financièrement. Et le conseil municipal a décidé de mettre 10 € par habitant dans l'investissement du projet citoyen. Des investisseurs privés sont venus voir les propriétaires. Apprenant cela, j'ai pu écrire à tous les propriétaires de ne pas se laisser influencer, qu'il y avait un débat à avoir, une discussion, et que je préférais que ce soit de l'éolien citoyen. Forcément, il y a eu des interrogations sur ce projet au départ. Il a fallu convaincre le reste du conseil municipal. En parler aussi par le biais du bulletin pour prévenir les gens, et d'où quelques questionnements que j'ai reçus en mairie, mais pas très importants. La commune a mis à disposition tout ce qu'elle pouvait pour la communication. C'est aussi la commune qui a pris en charge tout ce qui est gestion du foncier.
on a décidé de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il a fallu faire des rencontres avec tous les propriétaires, tous les exploitants agricoles, voire plusieurs rencontres. Et lorsque la maîtrise de ce projet a été acquise, on a bien vu que ça dépassait les compétences de la commune. D'où la nécessité de créer une association pour continuer ce projet. L'association est formée de personnes qui étaient dans la commission extra-municipale donc dédiée à l'éolien. Elle est aussi formée d'autres personnes intéressées par le projet et la commune a un rôle dans le conseil d'administration de l'association. Et là, nous sommes passés à l'étape suivante, donc la création de la société. Donc un des objectifs de l'association est atteint en un an. La communauté de communes participera financièrement dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, Redon Agglomération est très attentif à l'éolien citoyen. On arrive à 5 sites sur notre territoire. Donc Redon Agglomération ne peut que se réjouir. Ce type de projet, c'est une aventure collective. En tant que chargé de mission, on voit toute la complexité, mais l'intérêt de mettre en mouvement des acteurs, avec chacun des visions différentes, mais qui enrichissent le projet. L'acceptabilité des projets, notamment éoliens, est pas forcément évidente. Donc le fait que l'agglomération s'implique fortement dans le projet, ça favorise et ça rassure les habitants. Mais aussi, ça a un intérêt économique parce que demain, derrière, c'est aussi des nouvelles recettes pour financer des politiques publiques pour nos territoires au service de la transition énergétique. Un lien social, certainement, de par le travail qui est créé au niveau de l'association. Et puis derrière, faut pas se voiler la face, il y a aussi un retour financier. On espère que cette dynamique va pouvoir bien se continuer et pourquoi pas aller vers d'autres projets, peut-être pas aussi importants, mais enfin, et pourquoi pas. Voilà, je trouve ça très positif. Et puis à la commune, il y a quand même un retour de la fiscalité de l'éolien qui s'exerce via la communauté d'agglomération qui laisse une part aux communes et ça peut servir à d'autres actions, notamment dans les actions futures de la commune sur l'énergie, la maîtrise de l'énergie. Voilà, alors j'espère que le son n'était pas trop mauvais pour vous. C'était une courte vidéo pour vous présenter. Là, il fallait bien prendre un axe filière, donc on a choisi l'éolien, mais les composantes sont les mêmes sur le photovoltaïque, sur la méthanisation. Voilà, les principes sont les mêmes et les composantes sont les mêmes pour chaque projet. Donc, il y aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire avec vous. Là, je vous propose de repartir sur la présentation et je crois qu'on en est au moment où je vais vous laisser la main au niveau de la Maïf pour pouvoir présenter du coup... pour pouvoir présenter pourquoi la Maïf a aussi décidé de s'investir sur ces projets. Donc, je vais retrouver le diaporama, le temps de retrouver, voilà. Ça te dérange pas, Amandine, de garder la présentation sur ton écran? Ok, moi ça me gêne pas. Il faut juste me dire top pour passer les slides au bon moment, si ça vous embête pas. Alors, je crois que Stéphane avait des petits problèmes. Non, c'est bon, tu es revenu, Stéphane? Parfait. Alors, je suis revenu. J'ai quelques problèmes de son de temps en temps. Donc, si vous m'entendez plus à un moment donné, je passe. Ah, il y a des petites coupures voilà. sur le réseau. Ok. Je vais lui faire un petit message à part. Je suis l'arrêt depuis mon téléphone. Il faudra juste me donner. Donc, oui, sinon tu peux nous rejoindre. Oui, mais il me demande, on va faire tout en direct, il me demande un numéro spécial, sinon je suis mis en sourdine automatiquement. Alors là, Eric, je ne sais pas, pardon, excusez-nous, on va faire un petit point, voir si on peut améliorer pour vous la qualité de la suite du webinaire. Eric, as-tu une solution technique là-dessus? Là, pas sous la main, tu peux juste me dire la fin de ton numéro de téléphone? 06 72 28 35 94. Je ne le vois pas en fait arriver dans la liste des participants, je te vois que en... Alors je vais recommencer, Eric, je vais rappeler. C'est pas un problème, c'est que j'avais renoncé en fait, tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas. Là, ça t'entend très bien.
Là, ça semble être pas mal. Peut-être qu'on peut essayer de continuer comme ça. Je pense que c'est Stéphane qui nous entend très mal, alors que nous, on l'entend bien, c'est dommage, mais... Peut-être. Excusez-nous pour ces soucis techniques, hein. C'est vrai que c'est des périodes un petit peu compliquées. À l'origine, on voulait vous faire une jolie matinée de rencontre pour parler de tout ça sur une matinée. Bon, ce sera 4 webinaires, donc j'en profite pour vous signaler qu'il y aura encore un webinaire lundi prochain aux mêmes heures sur le photovoltaïque avec le témoignage d'un porteur de projet. Le 23 novembre, il y aura un focus sur l'éolien avec aussi le témoignage d'un porteur de projet. Et donc le 30 novembre, à chaque fois aux mêmes heures à 18h, ce sera le webinaire sur tout ce qui est biomasse, et donc on abordera à la fois le bois énergie et la méthanisation au cours de ce webinaire. Voilà, j'en profitais pour faire un petit peu de publicité. Alors, pour la... J'ai encore des coupures, je suis désolé. Ok. Et Alors, normalement, là, tu dois pouvoir... Désolé, je suis branché, je suis en source. Alors, sur le téléphone, là, tu peux normalement maintenant activer ton micro. Je pense en faisant étoile ou dièse. non. Ah, là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, impeccable. Très bien. Super. Merci. Ok. Bon, donc désolé, c'est un peu compliqué, mais j'ai un très mauvais son, une très mauvaise connexion. Donc, je vais vous faire ça en direct. Pourquoi la Maïf, au-delà de ce que vous a présenté Fabienne tout à l'heure en début de webinaire, pourquoi la Maïf a souhaité accompagner Énergie Partagée? Tout simplement parce que ça nous permettait à nous aussi, cette fois-ci, de retomber dans notre cœur de métier qui était l'assurance. Et on s'est dit que finalement, accompagner un projet citoyen, ça donnait du sens, à la condition bien évidemment que cela se fasse dans un cadre complet de co-construction. Donc, on est rentré, les premières étapes de nos échanges ont d'abord été... se sont faits d'abord au travers de divers ateliers auxquels les membres d'Énergie Partagée, bien évidemment, ont participé, mais surtout auxquels des porteurs de projets ont été présents au cours de ces différents entretiens. Et on a pu échanger pour bien connaître la façon dont vous fonctionnez et surtout bien identifier les besoins. Très vite, on est arrivé à pouvoir identifier 4 acteurs dans une opération, je dirais, dans une opération d'un montage d'opération. Donc le collectif citoyen, bien évidemment, l'installateur, c'est-à-dire le professionnel qui vient effectivement poser et mettre en œuvre la centrale photovoltaïque, le propriétaire, c'est-à-dire la personne privée ou publique ou la collectivité territoriale qui vous met à disposition ses toits en général. Et puis enfin, le gestionnaire de réseau, c'est-à-dire celui à qui vous allez revendre l'électricité. Voilà. Ensuite, on s'est aperçu assez vite que des besoins étaient, certes il y avait des besoins d'assurance, mais qu'ils pouvaient être assez différents les uns des autres. Pour le collectif citoyen, les besoins, c'était assurer sa structure et assurer son patrimoine et sa responsabilité. Pour l'installateur, c'est, un risque professionnel classique, comme un maçon a besoin d'assurer sa responsabilité professionnelle en tant que maçon. Eh bien, un collectif citoyen a besoin de couvrir sa responsabilité, puisqu'elle a une forme juridique, ce collectif a une forme juridique et donc des besoins d'assurance. Le propriétaire, lui, il a surtout besoin de se rassurer plus que de s'assurer et de se dire qu'il bénéficie bien des bons interlocuteurs et qui ont les bons contrats d'assurance qui lui permettent de se prémunir contre un éventuel accident. Et puis le gestionnaire, il a besoin aussi de s'assurer que le collectif pourra, lui permettre d'assurer la distribution de l'électricité. Et tout ça se marie au travers d'un certain nombre, de temps qu'on a cette fois-ci mis en œuvre sur une échelle temps.
si Amandine, tu veux bien passer à la slide suivante. Donc celui-là, je l'ai déjà encore et encore arrivé jusqu'à l'échelle temps, si ça ne te dérange pas. J'avais désactivé ton micro, Amandine, voilà. tant que Stéphane parle. Ouais. Hop, on revient juste en arrière. Voilà. Donc, tous ces besoins-là, on les a reportés sur ce qu'on a appelé l'échelle temps de l'assurance au travers des différents interlocuteurs. Donc, vous avez l'installateur dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, son besoin d'assurance, il naît au moment de la phase de travaux, c'est-à-dire de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques, et en général de l'installation. Donc d'abord, pendant la phase travaux, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Et puis ensuite, son besoin d'assurance et ses obligations d'assurance, puisque lui, en l'occurrence, il est contraint à souscrire une garantie, parce qu'il est redevable d'une garantie, qu'on appelle en général de façon assez vulgarisée la responsabilité décennale, mais qui en fait se découpe en 3 temps, sur une durée totale de 10 ans à compter de la livraison. La première année, c'est ce qu'on appelle le parfait achèvement, c'est-à-dire de s'assurer qu'il doit au maître de l'ouvrage, c'est-à-dire au collectif citoyen, une installation qui soit exempte de tout défaut. Ensuite, il y a une deuxième garantie qui prend naissance aussi à partir de la livraison, mais qui cette fois-ci a une durée de 2 ans. C'est ce qu'on appelle la garantie de bon fonctionnement. Et puis enfin, on a une troisième garantie, c'est toujours dans le même mécanisme, qu'on appelle la responsabilité civile décennale, et comme son nom l'indique, qui a une portée de 10 ans, et qui permet de garantir le maître de l'ouvrage, à savoir le porteur de projet, de tous les défauts qui rendraient l'installation impropre à sa destination. Ensuite, le porteur de projet, la structure porteuse de projet, finalement, son besoin, il naît dès la naissance de la structure, c'est-à-dire soit l'association de préfiguration, soit au moment où le collectif se dote d'un statut de société commerciale. Alors, le mot peut paraître galvaudé, mais c'est la terminologie juridique qu'on donne. Donc, on différencie les sociétés dites commerciales aux associations et groupements sans but lucratif. Je suis désolé, ça n'a rien de péjoratif dans mes mots, mais c'est la définition juridique. Elle a besoin de couvrir ces risques dès lors qu'elle existe. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une responsabilité civile. Et puis enfin, lorsque le projet commence effectivement à prendre consistance, c'est-à-dire à partir du moment où la phase travaux débute, eh bien, il y a un premier besoin qui naît, qui est ce qu'on appelle la responsabilité civile de maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est cette obligation pour toute personne qui fait construire une installation de devoir couvrir pendant la durée des travaux et uniquement pendant la durée des travaux les dommages qui surviendraient pendant le chantier. Et puis enfin d'autres risques, cette fois-ci, qui peuvent se cumuler, naissent à partir du moment où là, cette fois-ci, l'installation a été livrée et puis elle va commencer à fonctionner et donc vous allez pouvoir commencer à revendre l'électricité. Vous avez des besoins de responsabilité civile dite exploitation, c'est-à-dire pour vous garantir contre tous les dommages qui seraient causés aux tiers du fait de l'existence de l'installation et de son fonctionnement. Vous avez des besoins d'assurance qui relèvent de la propriété des panneaux photovoltaïques, ce qu'on appelle les risques dommages. Et puis enfin, d'autres choses, on le reverra et on reviendra sur tous ces éléments lors du deuxième webinaire où mon collègue Loïc présentera le contenu des garanties de façon beaucoup plus précise. Vous avez d'autres besoins qui peuvent naître, que sont les pertes d'exploitation, c'est-à-dire dans l'hypothèse où effectivement, du fait d'un incendie, d'un orage, d'une tempête, l'installation deviendrait détruite. Au-delà de l'indemnisation et de la prise en charge des frais nécessaires à la reconstruction, vous allez avoir ce qu'on appelle des pertes d'exploitation, c'est-à-dire pendant toute la phase de non-exploitation, vous n'aurez plus de rentrée financière et ça, il y a la possibilité effectivement de pouvoir substituer si vous souscrivez cette garantie. Et puis enfin, une garantie qui est là aussi optionnelle et qui doit s'entendre uniquement dans des projets d'une certaine importance. Ça ne veut pas dire que les petits projets n'en ont pas, mais ça a des contraintes financières, ça présente des contraintes financières qui peuvent remettre en cause l'équilibre financier. C'est ce qu'on appelle la garantie dommage ouvrage.
Alors, cette garantie-là, c'est le pendant de la responsabilité civile décennale. Elle n'a rien d'obligatoire, sauf hypothèse très particulière. Mais en tout état de cause, elle permet d'obtenir le préfinancement par votre assureur et vous éviter de devoir subir les aléas d'une procédure judiciaire qui, ne vous permet pas d'avoir la certitude d'être indemnisé par l'installateur responsable, mais surtout qui vous permet de vous dédouaner des délais de procédure dont on sait aujourd'hui, sans vouloir vous faire peur, qu'une procédure judiciaire dure entre 12 et 24 mois, voire 36 dans des affaires un peu plus complexes, on va dire 12 à 24 mois, juste au niveau de la première instance. Vous pouvez encore ajouter à peu près encore 2 années supplémentaires lorsque un des protagonistes fait appel, et vous pouvez encore rajouter encore 2 années supplémentaires si toutefois un des protagonistes n'étant toujours pas satisfait décide d'aller en cassation. Donc, rien d'obligatoire, rien d'alarmant, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est tout ce travail-là qui a à peu près, je dirais, nécessité plusieurs rencontres sur plusieurs mois, qui ont permis d'établir ce constat-là, qui était un constat, je dirais, partagé, et qui nous ont permis de construire derrière le dispositif d'assurance. Pourquoi construire un dispositif d'assurance qui n'était pas destiné aux collectifs citoyens? Donc, la volonté dès le départ était de dire, oui, effectivement, ces collectifs prennent souvent pour des raisons, je dirais, de fonctionnement et des raisons de financement des formes juridiques commerciales. Pour autant, je dirais, la philosophie qui anime ces collectifs citoyens sont des philosophies qui sont très proches, je dirais, des valeurs communes et philosophique originelle aussi de la Maïf, qui est effectivement de défendre l'aspect local, l'aspect écologique, Fabienne vous le précisait tout à l'heure, mais également tous les aspects de gouvernance et a priori de démarche non spéculative. Alors non spéculatif, ça ne veut pas dire non lucratif, ça veut bien dire non spéculatif, c'est-à-dire que un des premiers aspects et des objectifs poursuivis, c'est bien de proposer des modes alternatifs d'énergie. Certes, effectivement, il y a des nécessités, je dirais, commerciales et financières à respecter, mais ça n'est pas le premier objet. Et donc, c'est dans cette perspective, effectivement, et parce que ces collectifs signent ou adhèrent aux valeurs qui sont défendues par la charte énergie partagée, qu'effectivement, la Maïf a décidé d'accompagner ces porteurs de projets. Comment l'accompagnement se fait? Amandine, il faudrait me passer la diapo suivante si c'est possible. Et c'est toi qui as la main. Je crois qu'Amandine n'a plus de batterie. Ah. Oui, j'avais désactivé ton micro, Amandine, quand Stéphane a pris la parole. Alors, si on peut passer, Amandine, à la diapo suivante. Amandine, on ne t'entend pas. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà, c'est bon. Donc, comment tout cela se traduit? Alors, ça se traduit d'abord dans un mode de fonctionnement qui est, je dirais, un mode de fonctionnement très agile, mais l'agilité non pas au profit de la Maïf, l'agilité comme étant, je dirais, le but recherché dans toutes les relations que nous allons avoir, et je pense que nous avons déjà avec un certain nombre de collectifs citoyens. D'abord, par la simplicité, je dirais, du mode relationnel. C'est-à-dire que lorsqu'un collectif citoyen, parce qu'il a signé la charte énergie partagée, parce qu'il a effectivement obtenu le label collectif éco-citoyen, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou citoyen, s'adresse à la Maïf, on lui va lui simplifier au maximum la nature des démarches. C'est-à-dire, il a une adresse mail, je dirais, générique sur laquelle il peut écrire, mais lorsqu'il va rechercher en tant que collectif membre du réseau énergie partagée sur son accès, personnel sur énergie partagée, il va le retrouver un certain nombre d'informations, et notamment en fonction de sa situation géographique, il va pouvoir identifier quels sont ces deux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on a effectivement fait le choix
On a découpé la France en 3 et suivant le département où vous êtes, si vous allez sur le guide qui a été, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le guide qui a été rédigé à destination des porteurs protégés, vous verrez qu'il y a une carte de France et en fonction de votre département, vous verrez qu'on sont indiqués le nom, le prénom de 2 interlocuteurs par région, par grande région, son numéro de téléphone et son adresse mail directe. Simplement avec ce premier contact. Je me permets de te signaler qu'il est 53 pour que tu aies une idée du temps. Ouais. Je vais très vite. Je vais finir très vite. Donc, un premier contact, soit une adresse mail générique qui est renvoyée vers le bon interlocuteur, soit directement le bon interlocuteur. Et ça n'est pas à vous d'aller effectivement justifier de votre appartement, c'est à votre interlocuteur qui, lui, a toutes les informations normalement nécessaires, qui va pouvoir effectivement confirmer la poursuite. Une équipe dédiée pour un suivi à la minute, un soutien technique qui est réalisé, parce que tout à l'heure je vous parlais de cas particuliers sur la RCM ou sur la dommage ouvrage. On dispose également en back-office, parce que ce n'est pas des choses qui sont forcément maîtrisées à 100% par tout le monde, d'un soutien technique d'abord par une entité dont l'activité au quotidien consiste à accompagner des sociétaires sur des projets de construction, donc sur la partie RCMO et sur la partie dommage ouvrage. Et puis enfin, une équipe pilotage qui permet effectivement d'accompagner également vos interlocuteurs au quotidien. Une communication et une documentation mise en place, j'en parlais tout à l'heure, plusieurs éléments qui ont été mis en place et qui sont mis à disposition via le site Énergie Partagée au profit des collectifs citoyens. D'abord un guide qu'on a voulu établir. Alors, je n'emploierai pas forcément les mots qu'on rencontre habituellement. C'est pas vous prendre pour des personnes mignonnes, mais on a essayé en tout cas de vulgariser au maximum pourquoi on a monté le dispositif comme ça, quels sont les besoins et quels sont les avantages de souscrire à ces garanties-là. Ensuite, bien évidemment, des conditions générales et particulières. Donc là, si on rentre dans le métier d'assurance pure, c'est-à-dire à réception de l'accord sur une opération d'assurance, vous avez et vous connaissez à l'avance quelles sont les conditions de mise en œuvre des garanties, quels sont les niveaux d'engagement que la Maïf prend. Vous avez un document de synthèse qui permet d'éviter d'avoir à lire une bonne 50aine de pages. Et surtout, pour ne pas avoir à attendre trop longtemps, vous avez à disposition un moteur de calcul, qui est fait sur la base d'un fichier Excel, tout simplement, qui vous permet, pour les projets sur lesquels vous commencez à travailler sans même savoir si ils vont pouvoir aboutir, en tout cas qui vous permet de pouvoir avoir une connaissance je dirais, approximative du coût d'assurance de cette opération-là. Et c'est ensuite vos contacts avec vos interlocuteurs qui vous permettront de confirmer cette première évaluation à l'aune, je dirais, d'une année de fonctionnement. La différence se fait sur des arrondis en général de centimes. Alors vous me direz pourquoi pas avoir mis directement un devis en place, tout simplement parce que ça nous contraignait et Énergie Partagée et Maïf à des contraintes réglementaires supplémentaires. Mais si elle se joue à quelques centimes d'euros près ou quelques euros de différence, c'est sur les arrondis que ça se joue. Je pense que j'en ai terminé de la présentation. On reviendra bien évidemment, encore une fois, c'est mon collègue Loïc Pédron qui le fera la prochaine fois. On reviendra plus en détail sur le contenu des garanties. Là, c'était plutôt vous exposer, je dirais, comment ça fonctionne au quotidien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui permet de montrer que justement les projets citoyens offrent les mêmes garanties que n'importe quel projet privé et que donc on travaille sur tous les aspects du projet pour offrir le maximum de garanties aux citoyens qui investissent dans ce projet, mais également aux collectivités qui nous accompagnent. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant un petit temps d'échange si vous avez des questions. Alors, du coup, c'est pas évident en visio et ce qu'on vous propose, c'est que vous avez normalement en bas de votre écran un petit onglet qui s'appelle Chat ou Converser.
Et donc, on vous propose de poser les questions, si vous en avez, que vous pouvez avoir sur les projets citoyens ou sur la présentation que vient vous faire la Maïf via ce petit onglet. Et j'en profite également pour vous redonner les coordonnées de tout le monde en même temps que nous faisons ce petit temps d'échange. Voilà. Et nous sommes tous à votre disposition, évidemment. Alors, Eric, du coup, Allô, vous m'entendez? oui, Eric, on t'entend. Pardon, On t'entend. alors j'ai loupé, j'ai été déconnecté, donc là je viens de revenir. Donc Les aléas du direct. Et du coup, j'ai eu très peur que vous soyez tous déconnectés, mais je comprends. Heureusement, non, ça n'a pas été le cas. Et, tout le monde semble bien là. Nos 25 participants sont toujours là. Je vois que sur le chat, ça a été beaucoup... Ah, on me demandait, oui, donc évidemment, je vois ça après, de mettre la vidéo en plein écran, mais ça, c'était difficile. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions Il n'y a dans pas le eu de chat. questions. Très bien. De toute façon, donc, comme je vous le disais, il y a 3 webinaires supplémentaires où là, par filière, on va approfondir. Donc, on reviendra évidemment avec la Maïf sur les projets photovoltaïques et précisément quelles sont les phases clés, l'assurance en faisant partie. On abordera du coup les projets éoliens le 23 et les projets bois énergie et méthanisation le 30. Donc là, c'était vraiment un survol pour vous donner les grandes bases et donc l'approfondissement sera les prochaines fois. Alors du coup, on a une question de Jean Rouxel, un peu technique, sur la fameuse question des non-recours, des recours à non... pardon, bah voilà, je fourche encore. Des renonciations à recours. Voilà, pardon. Renonciation à recours réciproque. Ouais. Alors, oui, on y reviendra la semaine prochaine. Pour expliquer peut-être aux gens un peu plus novices, parce que c'est déjà une question technique, cette clause sur les non-recours réciproques, c'est-à-dire que si on pose une centrale photovoltaïque sur un bâtiment et s'il y a un problème au niveau soit de la centrale, soit du bâtiment et qu'il y a dégradation du bien tiers, qu'est-ce qui se passe exactement, notamment quand des montants importants sont engagés. Et donc, du coup, il y a un focus spécifiquement qui est fait sur ce point, en général, dans les contrats qui sont signés, dans les contrats de location qui sont signés et un besoin de couverture du risque d'un point de vue assurance. Voilà. Et je rajouterais, si vous m'entendez toujours, je rajouterais que ce point-là des renonciations à recours sera évoqué la semaine prochaine par Loïc lorsqu'on évoquera le contenu du contrat d'assurance. Il y a une partie qui est spécifique, qui sera développée sur l'intérêt et la portée d'une renonciation au recours et ses incidences sur le contrat et en matière de responsabilité. Oui, on fera une petite introduction là-dessus d'ailleurs, sur le fait que les conventions sont signées, mais elles n'engagent pas tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, on fera un point là-dessus la semaine prochaine. C'est un point clé, en effet, au niveau des assurances. Ça sera le début de mon intervention. Ok. Pour les questions, n'hésitez pas du coup soit à écrire vos questions dans le petit outil Converser, soit dans l'outil Converser à solliciter la parole. Je ne crois pas que vous ayez la possibilité de lever la main. Je ne vois pas la fonctionnalité là dans le mode webinaire. Mais vous pouvez du coup, vous pouvez lever la main, je crois. Quand vous allez dans Participants, vous avez une petite main bleue pour demander la parole. Et du coup, je vous invite, si vous le souhaitez bien, si vous voulez bien, à poser des questions assez concises pour qu'on puisse prendre plusieurs questions.
Bon, sinon, c'est qu'on a été très très clair alors. Enfin, bon, donc, du coup, il faut savoir aussi que si vous avez besoin, on est prête en tous les cas au niveau du réseau breton à intervenir auprès du conseil communautaire, du conseil d'agglo, ou même des conseils municipaux si vous avez besoin. Ça fait partie de nos missions et ce pourquoi on est financé également par l'ADEME et la région. On a également une convention avec le SDE 35 pour avancer sur ce département sur l'éolien. Mais voilà, du coup, on est prête à se déplacer, à venir intervenir pour vous présenter tout ça en conseil communautaire ou en conseil municipal si vous avez besoin. Bon. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc c'est sans doute que ça viendra aussi peut-être les prochaines fois. On vous enverra, du coup, ça avait été convenu comme ça, Eric, tu me le confirmes. On vous enverra le lien vers la présentation, mais également le lien vers les documents qui vous ont été brièvement présentés au cours de cette première entrée en matière, du coup. Eric, tu me confirmes que c'est bien comme ça qu'on avait prévu les choses? Tout à fait. Ok. Et le webinaire est également enregistré et vous pourrez, du coup, pour ceux qui auront loupé ce soir et qui souhaitent raccrocher les wagons pour les 3 soirs d'après, vous pourrez du coup le revisionner. Et du coup, pour la semaine prochaine, ce sera le même lien, les mêmes identifiants pour le webinaire. Vous êtes déjà inscrit, du coup, c'est à une série de webinaires, donc vous avez déjà l'inscription pour les 3 autres. Vous pouvez réutiliser le même lien. Et donc, si de nouvelles personnes de vos collectivités souhaitent s'inscrire, il suffit de suivre le lien vers le formulaire d'inscription qui n'est pas clôturé, me semble-t-il. Normalement, c'est bon. Je crois que toi, tu as pu te connecter tout à l'heure. Oui. C'est bon. Donc, ça marche. Très bien. Et pour le replay, oui, on vous enverra le lien dès que la petite vidéo est montée. On va couper le début, la fin, enfin voilà, les petits bugs. Dès que la vidéo est montée, on vous enverra le lien par mail. Exactement, et puis on vous précisera aussi également le lien de la vidéo que tu as présentée tout à l'heure, Amandine, si vous souhaitez la revoir également. Oui, on vous le précisera aussi. Voilà. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez besoin. Eh bien, alors, malgré les aléas du direct, merci du coup aux participants, merci à la Maïf d'avoir, pour cette belle initiative, Eric de nous avoir accompagnés également pour cette soirée. C'est très sympa. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Alors, bonne soirée à tout le monde et merci à toi, Amandine. merci à vous. Bonne soirée à la semaine vous. prochaine. Au revoir. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.